Quand je vais avoir enfin 1 million de dollars en placement, je vais finalement pouvoir prendre ma retraite. C'est ce qu'on se dit souvent, mais la vérité, c'est que ce chiffre-là, ce fameux 1 million de dollars-là, il est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Parce qu'à chaque année, avec la retraite, tout change. Votre style de vie, vos priorités, le niveau de dépenses que vous allez avoir à la retraite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui aient 500 000 en placement, 700 000 ou même 1 million ou plus qu'un million, se retrouvent avec les mêmes inquiétudes. Est-ce que j'en ai vraiment assez pour vivre ma retraite de rêve? La réalité, c'est que la réponse, ça va vraiment dépendre d'une série de décisions comme à quel âge vous allez demander votre RRQ? Est-ce que je la prends à 65 ans ou je la repousse? Est-ce que je retire de mon REER en premier ou bien mon CELI pour finalement savoir, en fait, combien je vais vraiment pouvoir me permettre de dépenser à chaque mois durant ma retraite sans compromettre les 20-30 prochaines années, tout dépendamment de votre raison de retraite. Moi, c'est Olivier Saint-Hilaire, je suis un conseiller en gestion de patrimoine pour la financière Banque nationale, puis avec mon équipe, on accompagne des professionnels, des entrepreneurs, des familles québécoises qui veulent atteindre leur indépendance financière dans la cinquantaine. Donc aujourd'hui, pour rendre ça interactif, je vous ai fait un scénario, puis je vais vous montrer à travers l'exemple de Richard, par exemple, ce que vaut réellement 1 million de dollars à la retraite, puis comment les retraits vont fonctionner, les placements, puis le style de vie qu'il va pouvoir se permettre. Ça va changer complètement la donne, tout dépendamment des décisions financières qu'on va venir faire dans le plan de retraite. Donc on remarque, dans le plan, Richard a 60 ans, puis là, cette année, il a pris la décision de prendre sa retraite, c'est le temps d'en profiter. Après avoir travaillé fort, il a investi beaucoup. Donc on voit à l'écran, il y a plus d'1 million en placement, dont 600 000 dans son REER, 150 000 dans son CELI, puis 250 000 dans un CRI. Un CRI, c'est quoi? C'est un compte de retraite d'un fonds de pension d'un de ses anciens employeurs qui est rendu en placement dans ce compte de placement-là. Donc, Richard, on remarque dans le bilan aussi, il vit dans la même résidence, fait qu'il a sa maison depuis plus de 25 ans. Elle est payée, fait qu'il n'y a pas de dette, puis elle a une valeur au marché de 600 000. Donc, on remarque qu'il n'y a pas de fonds de pension sur son employeur actuel. Donc, ses revenus à la retraite vont vraiment venir de deux sources de revenus. Donc, premièrement, ses placements, puis deuxièmement, les programmes gouvernementaux tels que la RRQ puis la pension de sécurité de vieillesse. Il pourrait commencer à prendre sa RRQ dès cette année, à 60 ans, mais comme Richard a un bon coussin financier, il a déjà des placements, mais pour lui, ça vaudrait la peine d'attendre jusqu'à l'âge normal, disons à 65 ans, pour la prendre. Peut-être même plus tard, on le verra un peu plus tard dans le scénario. À ce moment-là, sa RRQ, ça lui donne quand même 13 400 par année, étant donné qu'il a cotisé durant ses années actives. Il aura aussi droit à sa pension de sécurité de vieillesse, comme la majorité des Québécois, donc 8 732 en dollars d'aujourd'hui. Comme beaucoup de nouveaux de retraités, Richard, il veut se gâter. Okay? Fait qu'il veut faire des voyages, il veut en profiter. Fait que vous remarquerez qu'on a ajusté son coût de vie à 43 000 net par année. Donc, Richard, je veux le faire dépenser 43 000 net, excluant les voyages qu'il veut faire. Donc, on a rajouté des voyages autour du monde pour Richard durant les 11 prochaines années, donc de 60 à 70 ans. C'était un des objectifs de vie. Donc, on a rajouté 10 000 en dollars d'aujourd'hui qui vont être indexés à l'inflation pour ces voyages. On parle ici de 43 000 net, okay, le coût de vie. Donc, c'est après impôt, après les retraits des REER. Donc, c'est une fois que Richard va avoir tout payé son impôt au gouvernement. C'est 43 000 net en dollars d'aujourd'hui. Par contre, à la retraite, il n'y a rien qui reste fixe. Le coût de la vie va augmenter à chaque année. Prenez par exemple le coût de l'épicerie qui n'arrête pas d'augmenter. Son 43 000 net cette année, ça va peut-être être l'équivalent de 44 000 l'an prochain, puis 46 000 dans 3-4 ans. Ainsi de suite, pour toutes les années à sa retraite, son coût de vie va augmenter. Là, c'est bien important de noter, durant les 11 premières années de retraite, on ajoute aussi ses voyages. Fait que Richard n'a pas besoin de 43 000 net, mais plutôt 53 000 net indexés à l'inflation durant les prochaines années, de 60 à 70 ans. Donc maintenant, on va vraiment se pencher sur l'étape la plus importante. Dans quel ordre on va venir retirer son argent, qu'on va décaisser de ses placements, que ce plan-là fonctionne réellement? Parce que rendu à la retraite, vos comptes ne valent pas tous la même chose. Un CELI et un REER, c'est pas pareil. Quand je sors $1 du REER, c'est imposable. Quand je sors $1 du CELI, c'est pas imposable. Donc, c'est pas le même dollar, disons. Il faut prendre compte l'impact de l'impôt. Donc, voici comment ça va fonctionner dans le cas de Richard. Vous voyez ici, présentement, je vais vous présenter les chiffres après, mais entre 60 à 65 ans, donc ici jusqu'en 2029, Richard, il n'a pas encore sa RRQ. Donc, on n'a pas encore sa pension de sécurité de vieillesse non plus. Donc, on doit vivre entièrement de son épargne. Donc, vous remarquerez en brun ici, on fait des retraits du REER, puis en rose ici, on fait des retraits du CELI. Pourquoi on fait ça? C'est parce que les 5 premières années de retraite, Richard n'a plus de revenus imposables. Donc, même si ça serait fiscalement intéressant de juste sortir de l'argent du CELI parce que c'est pas imposable, on va venir s'accoter sur son minimum de palier d'impôt de 18 000, où est-ce qu'il ne paiera pas vraiment d'impôt dans le plan. Donc, on va décaisser un peu du REER, puis l'excédent, on va aller chercher dans le CELI. Les retraits du CELI, eux, ne sont pas imposables. Donc, c'est sûr que chaque dollar qu'on tire du CELI, c'est un dollar net dans sa poche. Ça va lui permettre de garder son taux d'imposition bas pendant ses premières années de retraite jusqu'à temps qu'on arrive à 65 ans et qu'on va toucher aux pensions de sécurité puis à l'ARF. Donc, vous voyez dans le plan ici, là, à partir de 65 ans, la pension de sécurité de vieillesse puis la RRQ, donc la portion en mauve, là, elle embarque à partir de 65 ans. Le rôle du CELI diminue. Fait qu'on a dilapidé un peu le CELI dans les premières années. Puis là, vous voyez, le REER vient prendre plus de place, étant donné que c'est le plus gros compte de placement, et le CRI également. Donc ici, en brun, là, ça va être des retraits REER et de son CRI. Puis en mauve ici, ça va être ça va être sa RRQ et la pension de sécurité de vieillesse qu'il va avoir durant la retraite. Donc si je vous montre ça aujourd'hui, c'est pas pour vous dire faites la même chose, le même plan que Richard, c'est plus pour vous montrer à quel point l'ordre des retraits et l'âge à laquelle vous allez prendre vos pensions peut complètement changer la santé de votre portefeuille.
la durée de vie de vos économies, puis même la tranquillité de votre retraite de façon générale. Donc, deux personnes qui ont le même montant, le même âge, les mêmes placements, ils peuvent vivre de deux retraites complètement différentes, uniquement parce qu'elles n'ont pas réellement retiré l'argent dans le bon ordre. Fait que disons quelqu'un qui a commencé par juste son REER ou quelqu'un qui aurait pris la RRQ plus tôt, eh bien, il pourrait être pénalisé, puis la retraite pourrait être beaucoup moins optimale dans le temps au niveau de l'impôt puis au niveau des décaissements des placements. Fait que maintenant qu'on comprend ça, bien, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne concrètement donc quand on met tout le plan sur papier. Vous allez voir, c'est souvent à cette étape-là qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent que leur plan de retraite tient la route ou, au contraire, qui doivent vraiment s'ajuster prendre des décisions un peu différentes du plan qu'ils ont actuellement. Donc, vous voyez qu'à partir de 60 ans, Richard, il commence à décaisser de son portefeuille. Il n'a pas encore ses pensions. Donc, les 5 premières années, c'est là qu'il vit entièrement de son épargne. Vous voyez ici dans le graphique que le portefeuille descend plus rapidement que prévu. Donc, vous voyez ici, les lignes de placement commencent à descendre plus rapidement parce qu'on décaisse majoritairement des CELI et des comptes enregistrés. Donc, vous voyez, disons à l'année 1, à 60 ans, on décaisse 35 200 environ du CELI puis 18 000 du compte non enregistré pour donner le 53 000 que Richard va avoir besoin au début de sa retraite. Donc, vous voyez, dépenses courantes 43 000. Les objectifs de vie, donc les voyages de 10 000, c'est un retrait des épargnes totales d'environ 53 000 qu'on a besoin. Plus les années avancent, plus les décaissements augmentent, donc les placements descendent. Mais quand on arrive à 65 ans, bien là, son portefeuille va venir se stabiliser, puis les épargnes, en fait, vont descendre moins vite. Donc, on retire beaucoup moins. Là, à partir de 65 ans, vous voyez, on retire 47 000 au lieu de 72 000 à 64 ans. Donc, c'est parce que la RRQ, la pension de sécurité de vieillesse, viennent d'embarquer à partir de l'âge de 66 ans, vu qu'on est en début d'année. Donc, les retraits des épargnes vont être moins grosses pour avoir le même coût de vie avec les dépenses courantes qui augmentent également. Et ce qui est le plus frappant dans le plan financier, c'est qu'on remarque que même en allant jusqu'à 95 ans, le plan fonctionne. En tenant compte de l'inflation, des voyages, des montants nets qu'on doit décaisser, des variations de rendement aussi, on remarque que même à partir du décès de 95 ans, il reste encore des placements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, pour une personne comme Richard, avoir une maison payée, un style de vie d'environ 43 000 net, plus les voyages de 10 000 net pendant 10 ans, puis un portefeuille équilibré, donc on a mis une croissance de portefeuille d'environ 4 par année, eh bien, avec 1 million, ça peut être très suffisant pour vivre une retraite confortable et durable dans le temps pour s'ajuster à l'inflation, étant donné qu'on doit lui donner plus d'argent chaque année. Donc, comme vous venez de le voir avec Richard, la réponse à la question « Est-ce que 1 million de dollars, c'est assez pour prendre la retraite? » La réponse, c'est que ça dépend. Ça va dépendre de vos dépenses. Ça dépend de l'ordre dans lequel vous allez retirer vos placements, donc votre argent, dans la manière aussi que vous allez intégrer vos pensions dans le plan financier. Donc, à quel âge vous allez prendre votre RRQ et votre pension de sécurité de vieillesse. Puis la réalité, c'est que chacun d'entre vous a des situations financières différentes. Peut-être que, hypothétiquement encore, vous avez l'envie de prendre votre retraite un peu plus tôt, un peu plus tard, plus ou moins d'épargne que Richard, ou même le désir de laisser un héritage à vos enfants. C'est toutes des choses qu'on doit venir comptabiliser dans un plan qui va être adapté à vous. Donc, si vous voulez savoir exactement combien ça vous prend pour la retraite que vous voulez vivre, puis que si votre plan financier tient vraiment la route, vous pouvez réserver une rencontre avec notre équipe en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Ça va nous faire plaisir de valider tout ça avec vous et de travailler ensemble.